Vous écoutez l'épisode 5 du podcast Nologue et je m'appelle Véronique Loquet. Dans cet épisode, nous allons parler d'ADN. L'ADN est un code qui est propre à chacun d'entre nous. C'est notre identité biologique. On connaît son existence depuis des siècles, mais le premier séquençage du génome humain n'a été possible qu'en 2003. Cette découverte a ouvert un boulevard. Dans les enquêtes criminelles, par exemple, en médecine pour détecter les maladies génétiques, mais aussi pour vous là-bas, lorsque vous vouliez connaître vos origines familiales. Un échantillon de salive suffit pour décoder votre génome. Il est de plus en plus courant de faire séquencer son ADN. Plus de 25 millions d'Américains auraient déjà fait le test, aux États-Unis, mais en Italie aussi, ou aux Pays-Bas, et c'est tout à fait légal. Bien sûr, en France, on a aussi recours à ces tests. Mais cet usage dit récréatif est interdit par la loi bioéthique. Il faut donc faire appel à des kits de séquençage, produits et analysés par des entreprises étrangères. Vous connaissez peut-être le nom des laboratoires leaders dans ce domaine, 23andMe, MyHeritage ou Ancestry. Mais les utilisateurs savent-ils que leurs données ADN peuvent intéresser des cybercriminels ? Ce n'est pas de la science-fiction. L'ADN peut être exploité pour réaliser une attaque ciblée. Et dans cet épisode, vous allez en savoir plus sur les risques et sur ce qui intéresse les cybercriminels dans notre ADN. Pour en parler, j'ai invité Renaud Lifshitz, chercheur en cybersécurité. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la génomique et de ses implications en cybersécurité. Justement, qu'est-ce que c'est l'ADN précisément ? L'ADN, c'est une longue chaîne d'informations qu'on récupère de ses parents, 50% de sa mère et de son père, une longue chaîne de plusieurs milliards de nucléotides, donc des éléments biologiques élémentaires. Il y en a 4 différents qu'on nomme ACGT. Donc on est constitué d'une très longue chaîne de lettres ACGT, formées de 2 brins, donc un brin hérité de la mère et un brin hérité du père. 2 chaînes qui sont, pour des raisons un petit peu de solidité, qui sont enroulées l'une sur l'autre, et c'est pour ça qu'on parle souvent d'une hélice d'ADN. Et c'est cette hélice d'ADN qui va transporter un peu toutes nos productions de protéines dans le corps, donc aussi bien des caractères physiques comme notre couleur de cheveux ou d'yeux, mais aussi des traits de caractère, des allergies ou des maladies qui pourraient nous affecter. Ça, on le voit quand on a fait un séquençage. Tout à fait. Pour mettre en évidence et pouvoir transcrire le génome qu'on a dans chacune de nos cellules en lettres, en séquençage, et pouvoir interpréter ensuite cet alphabet, il va falloir passer par une opération d'extraction de cet ADN des cellules. Donc ça se fait à l'aide d'un kit de prélèvement. Alors soit sous forme de prélèvement de salive, soit une petite brosse qu'on va frotter dans l'intérieur de la joue et qui permet de prélever des cellules de l'intérieur de la joue. On envoie ça par la poste à un laboratoire. Et le laboratoire, en fait, va faire exploser les parois cellulaires pour mettre à jour l'ADN et va amplifier cet ADN par des mécanismes chimiques pour ensuite pouvoir séquencer, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais pouvoir séquencer ces brins d'ADN en les sectionnant en petits morceaux, puis en reconstituant en fait ces petits morceaux par informatique, ce qui va nous permettre d'avoir une séquence de plusieurs milliards de lettres qui va être comparé, on va dire, au génome humain de référence, puisqu'on est constitué à 99,9% d'un génome commun entre humains. Donc ce qui va être intéressant, c'est surtout de regarder les petites différences qu'on a les uns avec les autres, parce que en fait, ces différences sont très localisées et sont très faibles d'un individu à l'autre. Et sur ces milliards de nucléotides que l'on possède, seulement quelques dizaines ou centaines de milliers vont être différentes. Et surtout, il y a beaucoup de parties dans l'ADN qui ne sont pas directement liées à la fabrication de protéines, donc à ce qu'on est, typiquement. Et ces petites modifications sont seulement localisées sur 30 000 zones. Et ces 30 000 zones, c'est ce qu'on appelle les gènes. Tu es chercheur en cybersécurité, alors quel est le rapport entre tes travaux de recherche sur l'ADN et la cybersécurité ? Le rapport peut paraître un petit peu éloigné, donc c'est pour ça que je me suis pas mal documenté, je suis rentré en contact avec pas mal d'experts sur la génomique, mais le rapport il commence à se voir. Pourquoi ? Parce que ces tests commencent à être très accessibles pour le particulier d'une part, et d'autre part les attaques cybersécurité sont de plus en plus variées et en fait font intervenir de plus en plus d'éléments différents pour arriver à mener une attaque de A à Z. Et typiquement maintenant les premières étapes d'une attaque informatique sont pas des étapes
techniques. Ce sont des étapes généralement liées à des attaques humaines, hein. On le voit beaucoup avec le phishing que l'on reçoit par email ou les tentatives d'intrusion physique dans des bâtiments. Donc ça n'a rien d'attaque purement informatique, hein. On s'attaque à l'humain en premier pour recueillir des informations et ensuite, avec ces informations, pouvoir exploiter des failles de sécurité. Là, l'idée, c'est de recueillir un petit peu les faiblesses des personnes à travers justement une analyse ADN de leur génome et des traits de personnalité que cela peut trahir. Je peux, par exemple, percevoir chez quelqu'un le fait qu'il va reconnaître facilement un visage ou qu'il va être consciencieux ou qu'il va aimer la prise de risque. Et donc, ça me permet d'envisager différents scénarios et d'envisager différentes approches pour la première fois, sans avoir à essayer ces approches et éventuellement qu'elles ratent et que j'en essaye ensuite d'autres et que je me fasse repérer. Donc c'est une nouvelle façon de mesurer le risque de compromettre l'humain. C'est ce qui va permettre d'anticiper quels sont les scénarios probables d'attaque qui sont susceptibles de réussir et d'autres au contraire qui sont susceptibles de ne pas réussir. Mais la nouveauté de l'approche, c'est qu'on va faire ça par anticipation et donc pas par différents essais et erreurs comme on pourrait le faire avec une personne en regardant si ça fonctionne ou pas ou si elle est sensible à tel ou tel argument ou à telle ou telle façon de procéder. Là, on va pouvoir anticiper et savoir un petit peu à l'avance qu'est-ce qui va être possible de faire avec la personne en termes de manipulation. Alors, en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui font des tests de manière récréative pour savoir de quelle région sont nos ancêtres. Aujourd'hui, et c'est beaucoup plus original, tu nous parles de capacités et faiblesses qui seraient déjà inscrits en fait dans nos gènes et qui permettraient d'anticiper le comportement de la personne. Quelles sont tes sources pour avoir ce type de données ? Alors, ce qu'on entend beaucoup parler dans les médias, effectivement, et ce à quoi s'est déjà prêté 25 millions d'Américains, notamment, donc 5 à 10% de la population américaine, hein. Donc ça, ce sont des séquençages seulement partiels que font les gens de manière récréative, qui, effectivement, selon certains sites, hein, permet de retrouver ses origines. Il faut savoir que c'est pas très très fiable, hein. Je me suis prêté à l'expérience en soumettant un ADN auprès de 4 ou 5 sites différents. J'ai des origines qui sont assez différentes et qui varient parfois de simple au triple en termes de prévalence d'origine d'un site à l'autre. Pourquoi ? Parce que chaque site a sa base d'utilisateurs et donc on va dire la référence varie d'un site à l'autre. Par contre, ce qui est nettement moins du domaine du loisir et ce qui est beaucoup plus scientifique et avéré en plus des études qui sont publiées et ouvertes au public gratuitement. Donc on trouve des publications de chercheurs en génomique qui analysent sur une population donnée, donc ça peut être soit des populations asiatiques ou américaines ou européennes, la variation justement de certains SNP et les implications que ça a en termes soit physiologiques, soit physiques, soit en termes d'allergie et de propension à développer des maladies. Tout à l'heure, tu m'as montré justement un tableau qui est enrichi continuellement sur les traits de personnalité liés à l'ADN et de chacun. Et c'est ça qu'on va exploiter en réalité lorsqu'on est dans le cadre d'un scénario d'attaque. Est-ce que tu peux nous faire une corrélation, par exemple, entre des types d'attaques qu'on va imaginer et des traits de personnalité ? Oui, tout à fait. Alors ces articles, évidemment, pour le profane, ils sont très complexes à lire puisque ce sont des études scientifiques. Donc il y a des sites qui permettent, sous forme de pictogrammes, d'un peu recenser tous les traits de caractère qui sont connus, tous les traits physiques, tous les attributs de santé liés à la nutrition, etc., etc., de cataloguer un peu tous ces traits qu'on appelle
des phénotypes au niveau du génome et qui permettent de savoir grosso modo si un individu est dans la moyenne, s'il est plutôt inférieur à la moyenne ou supérieur à la moyenne en termes de sensibilité, en termes de tel trait de caractère ou telle propension à développer une allergie ou une maladie. Et ce qui va nous intéresser là plutôt pour les attaques donc d'ingénierie sociale ou de social engineering, ce sont plutôt les traits de caractère des personnes qu'on peut cibler. Pour un attaquant, évidemment, il y a un trait de caractère pour moi qui est plutôt fondamental, qui est le fait d'être consciencieux. On a besoin de personnes non consciencieuses en face, c'est-à-dire qui ne fassent pas plein de vérifications, qui ne respectent pas forcément les politiques de sécurité en vigueur dans l'entreprise. Donc on va rechercher des gens, par exemple, qui vont être peu consciencieuses, et ce trait de caractère est exprimé par différents SNP, donc il va falloir regarder à différents endroits dans le génome. Il faut savoir que c'est pas totalement déterministe, bien entendu. On n'est pas soit pas du tout consciencieux, soit très consciencieux déjà d'une part, et d'autre part la part de la génétique dans cet aspect, dans ce trait de caractère, on l'estime entre 10 et 40%. Donc il y a évidemment une grosse part d'aspect consciencieux qui est lié à l'éducation, à l'environnement de la personne, la manière dont elle a été formée. On n'est pas en train de remettre ça en question, mais en train de dire que on a davantage de chances de cibler une personne non consciencieuse si de base elle a une propension à n'être pas consciencieuse. Et ça, on peut le voir effectivement à différents endroits dans l'ADN et estimer qu'une personne est ou non consciencieuse. Donc ça, pour moi, ça va être le trait numéro 1 à regarder. Après, on va pouvoir développer plusieurs attaques selon d'autres, éventuellement, traits de caractère. Si je veux rentrer physiquement dans une entreprise et que, par exemple, j'ai déjà fait une phase de reconnaissance il y a quelques semaines, je souhaiterais qu'on me reconnaisse pas. Et qu'on ne dise pas, tiens, vous étiez passé il y a quelques semaines, qu'est-ce que vous faites à rôder autour de l'entreprise ou autre ? Et par exemple, reconnaître les traits du visage de quelqu'un, c'est en partie ancré dans les gènes. Donc on peut aussi regarder si l'officier de sécurité à l'accueil ou la personne à l'accueil a une tendance forte à reconnaître les traits du visage. À être physionomiste. Physionomiste, voilà, tout à fait. Donc ça, pour cette attaque d'intrusion physique, ce qui va nous intéresser, c'est la physionomie de la personne. Si je veux attaquer par email une entreprise, en envoyant un email de phishing, très souvent, je vais vouloir tenter la personne d'ouvrir cet email à travers un jeu de hasard, une loterie avec des prix à gagner, évidemment sur son domaine d'intérêt. Donc, il va falloir que je me renseigne sur la personne, si elle aime, je sais pas, les sports automobiles, les animaux, les voyages ou je ne sais quoi. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que la personne aime prendre des risques face à quelqu'un ou une société qu'elle ne connaît pas. Est-ce qu'elle aime bien les jeux de hasard ? Est-ce qu'elle aime bien la gratification instantanée ? Si oui, je vais plutôt faire une loterie avec un tirage au sort instantané. Je ne vais pas lui promettre des résultats dans 15 jours. Je vais lui promettre un tirage au sort instantané, si elle aime la gratification instantanée. Voilà. Donc je vais pouvoir m'adapter en fonction des traits de caractère, en plus de ces loisirs qu'il faudra que je regarde par ailleurs, bien évidemment, qui n'est pas déterminé par les gènes. Mais je vais pouvoir cibler certaines faiblesses, certains traits de caractère pour aller, par exemple, soit sur un email, soit sur un appel téléphonique. Donc ce qu'on appelle aussi la fraude au président, c'est être un peu oppressant vis-à-vis de son interlocuteur, lui dire qu'on a une urgence et qu'il faut procéder à un transfert pour un client, puisqu'on a une commande transfert d'argent, oui. On a une commande urgente à faire à l'étranger. Mais si la personne, par exemple, elle cède facilement à la pression, et ça je vais le voir dans l'ADN, si j'ai l'ADN de la personne, ça va être beaucoup plus facile de faire ça sur une personne qui cède à la pression. Je vais pouvoir user de la pression, justement. Ça va être beaucoup plus facile, évidemment, à faire sur une personne qui est peu consciencieuse. Et ça va être aussi, évidemment, beaucoup plus facile à faire sur une personne, entre guillemets, qui aime la prise de risque. Parce qu'elle va pas se soucier du risque. Voilà. Donc la combinaison en fait de la découverte de faiblesses multiples peut amener à cibler une attaque et anticiper en tout cas les comportements de l'individu ciblé. Pour un attaquant, ça va permettre de faire, comme dans une enquête criminelle, un peu un profilage de sa victime et de savoir quels sont les scénarios qui ont le plus de chances de fonctionner
en fonction des faiblesses qui auraient été identifiées en amont. Donc pour une fois, c'est une approche qui n'est pas liée au hasard, parce que jusqu'ici les attaques humaines étaient beaucoup sur ce qu'on appelle du trial and error, c'est on essaye, si ça fonctionne pas, on essaye autrement ou auprès de quelqu'un d'autre. Là, il va être possible de cibler vraiment individu par individu quelles sont les attaques qui ont le plus de chances de passer. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si y a des exemples, si on connaît déjà des exemples d'attaques cyber qui ont été rendues possibles grâce au piratage de données ADN? Alors, on connaît pas mal d'exemples de piratage d'ADN en soi. Donc, il y a eu effectivement des piratages de séquenceurs ADN à l'été 2019 en Iran, notamment, hein, donc du matériel médical qui est en ligne et qui est attaqué par différentes attaques parce qu'ils sont mal protégés, et ils sont connectés directement à Internet notamment. Il y a eu pas mal de fuites de données liées à des laboratoires de recherche qui traitent du matériel génétique et qui ont été attaqués avec potentiellement des données génétiques qui ont fuité, mais très souvent on ne connaît pas bien la nature de la fuite. Donc c'est très difficile. Par contre, je n'ai pas d'histoire officielle d'utilisation donc d'un profil génétique pour mener à bien ensuite une attaque technique. Mais il faut savoir que c'est probablement quelque chose qui est utilisé par les agences de renseignement, déjà probablement depuis quelques années. Donc c'est tout à fait un moyen qui serait dans leur corde et qui est probablement déjà utilisé. En tout cas, c'est à l'état de crainte. Voilà, c'est quelque chose qui est prospectif, mais qui pourrait très rapidement devenir réalité. À l'occasion du dernier forum de Davos, par exemple, avec les grands de ce monde qui se sont réunis notamment pour prendre plusieurs repas. Il faut savoir qu'il y a certains couverts usagés, donc des assiettes, des ustensiles de cuisine, des verres, qui ont été mis en vente sur le dark web, avec derrière des traces ADN présumées d'Angela Merkel, d'Emmanuel Macron et d'autres grands dirigeants de ce monde-là. Donc même si cette mise en vente, elle a été évidemment publique, on ne sait pas exactement si les traces ADN sont bien celles des dirigeants et si ces ustensiles de cuisine proviennent bien du forum de Davos. On n'en a pas la certitude, mais on voit que ce sont des attaques qui pourraient devenir réalité, en tout cas qui sont pas loin de franchir la réalité. Comment ces données génétiques peuvent se retrouver entre les mains de cyberprédateurs? J'aime pas forcément ce mot cyberprédateur, mais il y a d'autres moyens de prendre des données génétiques. On a plusieurs scénarios d'attaque. Il y a des scénarios d'attaque qui vont être très ciblés. Si quelqu'un vous en veut personnellement ou veut étudier vos faiblesses, donc ça sera plutôt des scénarios d'attaque ciblés où quelqu'un va essayer de sympathiser avec vous dans un bar, dans un restaurant, et va repartir avec votre verre, avec vos traces de salive sur votre verre, ou des cheveux que vous auriez laissés près de votre chaise ou près du comptoir, et va ensuite, avec des moyens qu'a le particulier maintenant à hauteur de 300 ou 400 € le kit génétique, pour extraire les données. Donc ça, c'est plutôt une attaque ciblée. Effectivement, ça va nécessiter un recueil de proximité, donc soit de salive, soit de cheveux, de matériel génétique, ou les traces de peau éventuellement. Ou on a des attaques non ciblées, qui sont plus pour autant des attaques massives et qui sont à mon sens un petit peu plus dangereux, puisque maintenant il y a beaucoup de laboratoires qui manipulent ces données génétiques. Donc non seulement les laboratoires qui vont extraire l'ADN, mais aussi les laboratoires qui vont permettre de l'analyser. Parce que généralement, les gens vont extraire leur ADN, mais ce qu'ils veulent, c'est pas l'ADN brut, c'est savoir quelles origines ils ont, s'ils ont de la famille sur tel ou tel continent, retrouver leurs proches, connaître leurs maladies, leurs allergies, etc., etc. Donc, en plus du laboratoire qui va séquencer leur ADN, ils vont envoyer leur matériel génétique aussi à d'autres laboratoires qui vont, eux, faire l'analyse pure et dure de l'ADN. Donc, le fichier génétique, il va être envoyé à plusieurs entreprises pour généralement avoir plusieurs résultats et plusieurs analyses différentes. Et ces entreprises, évidemment, comme toutes les autres entreprises, ont des failles de sécurité. Et donc, ce sont des fichiers vraiment numériques, avec des lettres ACGT, tout à fait des fichiers texte, tout à fait interprétables, qui ensuite vont pouvoir potentiellement fuiter à l'occasion d'attaques sur ces entreprises, ou
par négligence, en fait, ces entreprises vont stocker ces fichiers sur des serveurs qui sont mal protégés, qui vont se retrouver sur Internet. Et aujourd'hui, avec 2-3 recherches Google, j'ai pu montrer, on peut trouver des fichiers génétiques qui sont exposés sur Internet sans la moindre protection. Peut-être pas nominatif quand même ? On n'a pas forcément le nom. Alors, quelquefois, on a le nom dans le nom du fichier. Dans le nom du fichier, on a le nom et prénom du patient qui a fait séquencer son ADN, voilà, avec quelques recherches bien spécifiques de mots-clés qu'on retrouve dans les formats largement répandus de fichiers génétiques. Généralement, on n'a pas le nom, mais il faut savoir que avec maintenant les bases de données généalogiques qui commencent à la fois à coupler des données historiques et des données génétiques, on peut retrouver des cousins au second, troisième, quatrième, cinquième degré, des ascendants ou des descendants qui eux-mêmes se sont fait séquencer, et donc trouver de proche en proche, en fait, nos relations avec quelqu'un de connu en base. Et aujourd'hui, une personne, elle a en moyenne, dans le monde, 100 de relations, donc il est assez simple, en couplant ces bases de données généalogiques avec les réseaux sociaux aussi, en regardant qui est frère et sœur sur Facebook, ou qui est parent, ou fils d'eux, ou fille d'eux sur Facebook, ou sur LinkedIn, en couplant des bases de données généalogiques avec des réseaux sociaux, on peut finir par trouver dans quel cercle très proche, au moins le cercle familial, à minima, l'ADN appartient, en fait. Et il suffit, des chercheurs ont conclu, là c'est pas mon étude qui l'a dit, mais qu'il suffisait que 1% des gens se fassent séquencer pour qu'on puisse trouver qui sont les 99 autres pourcents juste à partir de leur ADN. Alors là, l'anonymat des donneurs et puis aussi des maladies génétiques, on est très protégé en France sur les maladies génétiques. On peut ne pas déclarer une maladie génétique à une assurance lors d'un prêt bancaire, par exemple, ce qui est tout à fait légal. Ça relève de la vie privée. Et là, on se dit que en matière de sécurité, tout explose. Oui. Aujourd'hui, en France, on a un cadre bioéthique qui est très, très conservateur, effectivement. Il y a que 2 pays en Europe donc, qui interdisent les tests génétiques récréatifs. Ils sont très encadrés en France et il n'y a que 2 usages. Donc, il y a les usages uniquement de police judiciaire et en cas de problèmes médicaux graves pour un diagnostic ou pour un traitement, dans lequel on va vous faire un test génétique avec votre accord, d'ailleurs, que ce soit dans le judiciaire ou médical, mais dans tous les autres pays du monde, c'est quand même quelque chose qui est très libéré et une pratique relativement répandue, donc beaucoup aux États-Unis, mais qui commence à s'installer en Europe, avec des kits de séquençage partiel à moins de 100 €, donc c'est quelque chose qui est très facile d'offrir, par exemple à Noël ou à un anniversaire, et qui est un petit peu viral, si j'ose dire. C'est pas forcément vous qui avez acheté vous-même votre kit, c'est ça que je signifie. Et effectivement, on a de plus en plus de données génétiques qui sont collectées avec des gens qui n'ont pas forcément conscience que leur fichier génétique va être stocké chez plusieurs prestataires, d'une part, que ces prestataires peuvent avoir des failles de sécurité, donc le fichier génétique peut être exposé, et que même si, entre guillemets, il y a un anonymat relatif lors du prélèvement, c'est-à-dire qu'on vous attribue un numéro, il faut savoir que c'est relativement simple. Il suffit d'une petite heure, généralement, pour désanonymiser un ADN en utilisant donc des bases de données généalogiques qui sont très courantes et gratuites. Il y en a une très grosse aux États-Unis, une très grosse en Israël. Et ces bases de données-là regroupent plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc ce sont des bases vraiment très très importantes et qui permettent de croiser et de retrouver assez facilement, comme je disais, le cercle familial auquel appartient un échantillon donné. Aujourd'hui, évidemment, on n'a pas le droit de se servir de ces données génétiques pour d'autres usages que les 2 que j'ai indiqués. Et donc, évidemment, une assurance n'a pas le droit de vous demander quelles sont vos maladies génétiques. Mais c'est une dérive qu'on pourrait envisager, évidemment, parce que les assurances collectent de plus en plus de données. C'est une dérive qu'on pourrait envisager, malheureusement. C'est un risque à moyen, long terme, puisqu'aujourd'hui, on vous demande quand même si vous êtes fumeur, par exemple, et vous payez une prime d'assurance plus élevée si vous êtes fumeur ou si vous êtes en mauvaise santé. Donc on pourrait envisager que ce criblage aille un peu plus loin et qu'on vous demande si vous êtes atteint de maladies génétiques particulières, d'allergies,
de maladies graves qui pourraient se manifester dans des phases plus avancées de l'âge. Et puis on sait que les données santé sont des données très sensibles et du coup ça intéresse des boîtes, ça intéresse des gens. Qui peut avoir intérêt à accéder à ces données justement ? Alors il faut savoir que plus une donnée est intime, plus elle a une valeur marchande importante. Donc vos noms, prénoms ont déjà une certaine valeur pour le télémarketing, pour la prospection, mais dès qu'il s'agit de données de santé, ça va avoir une valeur encore supérieure, puisque on va pouvoir cibler précisément des traitements ou des compléments alimentaires à vous donner. Et aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup des laboratoires qui font ce séquençage ADN le font quasiment à prix coûtant. Et en fait, pour s'en sortir, pour qu'ils s'en sortent, du coup, ils revendent une partie des données à des laboratoires pharmaceutiques, ce qui leur permet justement d'assurer leur viabilité. Comme il y a un domaine de recherche énorme qui est sur les traitements génétiques, les thérapies géniques ou des traitements qui seraient ciblés selon votre génome, c'est aujourd'hui une demande extrêmement forte des laboratoires de pouvoir avoir accès à des milliers de génomes avec, si possible, une petite annotation derrière manuelle qui est: est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que j'ai tel ou tel problème, pour pouvoir faire l'association entre des gènes et des troubles de santé et pour pouvoir cibler ou développer des traitements pour des symptômes et des syndromes spécifiques. Mais d'ailleurs, on l'a vu, en janvier 2015, on a découvert qu'un laboratoire, c'était 23andMe, avait revendu des données génétiques à des groupes pharmaceutiques. Il s'agissait de 14 000 profils qui possédaient les marqueurs de la maladie de Parkinson, qui ont été échangés contre 56 millions d'euros. Donc là, on voit bien, il y a un marché et ça se fait sans le consentement des gens, ou du moins peut-être n'ont-ils pas conscience que leurs données vont être exploitées de cette manière. Alors quand on lit bien les petites lignes, quand on s'inscrit sur des sites de séquençage, qu'on lit bien les petites lignes, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup disent que les données peuvent être revendues à des laboratoires à titre de recherche, etc. Mais qu'il y a une préservation de l'anonymat qui est faite. D'autres laboratoires ont opté pour une politique un petit peu plus opt-in, si j'ose dire. C'est-à-dire que par défaut, les données ne sont pas partagées, mais vont vous proposer de temps en temps de partager, dans le cadre d'études spécifiques sur telle ou telle maladie, vos données avec tel ou tel laboratoire. Et d'autres vont aller encore plus loin en vous disant: voilà, on voudrait partager vos données avec tel laboratoire et on est prêt à vous dédommager de telle somme monétaire si vous acceptez de rétrocéder vos données à tel laboratoire. Voilà. Donc c'est plus ou moins transparent, mais c'est un secret de polichinelle effectivement que ces entreprises travaillent beaucoup avec les industries pharmaceutiques. Est-ce qu'une fois qu'on a récupéré celui qui fait le séquençage de son ADN, une fois qu'il a récupéré les données qui l'intéressent, est-ce qu'il peut demander une destruction de ces données ? Là, ça va dépendre de la législation, effectivement. Donc, si j'ai un conseil, alors en France, c'est interdit de le faire, mais si j'ai un conseil aux Européens qui nous écoutent, c'est de faire séquencer leur ADN dans leur zone géographique, mais c'est aussi vrai pour les Américains. Donc, les Américains ont plutôt intérêt à faire séquencer leur ADN par des entreprises américaines, les Européens par des entreprises européennes. Pourquoi ? Puisque en termes de droit, il y a des interdictions d'exportation des données vers des zones de droit différentes. Donc ça évite déjà la dissémination des données au niveau géographique et au niveau technique des données sur les serveurs. Donc en France, par exemple, on a le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, qui va être très protecteur des données à caractère personnel dont font partie les données génomiques. Ça a été acté définitivement par la CNIL récemment. Et donc, vous avez à tout moment un droit d'accès aux informations vous concernant, donc savoir si une entreprise détient ou non des informations sur votre génome, et un droit de suppression des informations que vous pouvez faire exercer aussi à tout moment. Et toute entreprise basée donc sur le territoire européen va être obligée sous 2 mois de supprimer les données vous concernant et de vous donner une preuve ou un acquittement de la suppression. Donc de vous donner confirmation qu'elle a bien fait cette suppression-là. Donc c'est relativement protecteur si c'est correctement appliqué. Aux États-Unis, on n'a pas une réglementation aussi stricte, mais on a la réglementation HIPAA, H-I-P-A-A, qui est une réglementation de santé qui oblige ceux qui collectent des données de santé à vous prévenir s'il y a une fuite de données vous affectant.
à vous prévenir personnellement, un par un, de prévenir personnellement les patients ou les clients qui auraient subi une fuite de données. Parmi les gens, les boîtes qui produisent ce type de données, il y a des profils qui peuvent être alarmants. Je vois par exemple Calico Life Science. C'est une société de technologie médicale qui est détenue par Google Alphabet, qui est son principal partenaire de recherche. C'est le principal partenaire de recherche du laboratoire Ancestry. Ancestry, c'est un des grands qui fait un des leaders sur le marché. Leaders sur le marché, voilà, du test récréatif. Et on se demande quel type d'intérêt Google a pour ces données. Si on remonte à la création de Google, les fondateurs de Google se sont jamais cachés qu'ils étaient des grands fans du transhumanisme. Alors, le transhumanisme, c'est un courant de pensée selon lequel l'humain pourrait être augmenté, réparé et amélioré grâce aux progrès scientifiques et techniques. Le mythe du transhumanisme est le point de départ de nombreux scénarios de fiction, comme dans le jeu vidéo Cyberpunk, où des charcudocs améliorent les personnages avec toutes sortes d'implants. En attendant, la doctrine transhumaniste est fortement suivie dans la Silicon Valley. Et donc je pense que c'est clairement dans cette mouvance que Google veut s'inscrire. Google veut améliorer l'humain au sens le plus large possible, donc veut faire de l'humain augmenté, ou veut faire de l'humain amélioré, donc augmenté par la machine ou amélioré artificiellement. Et je pense que c'est dans cette mouvance qui s'inscrivent, donc c'est un travail de recherche de longue haleine, mais on est dans l'ère du transhumanisme à travers, je pense, ces collaborations. La mort de la mort, comme disait le docteur Alexandre. C'était un de ces bouquins qui justement parlait de l'investigation de Google et notamment avec la robotique. Mêler la robotique à la recherche sur le génome. Parmi les autres producteurs de ces données, ou du moins ceux qui vont être intéressés par ces données, on pensait aussi aux employeurs qui voudraient s'assurer que le patrimoine génétique d'un salarié ou d'un candidat serait compatible avec sa mission. C'est de la science-fiction de penser ça aujourd'hui ? Il y a plusieurs traits de caractère qui intéresseraient beaucoup les RH et les managers, dans ce dont on a pu parler et puis dans d'autres. Effectivement, dans le fait d'être consciencieux, dans le fait d'être résilient à la pression, de savoir travailler sous le stress sans perdre ses moyens, disons, de ne pas avoir besoin de trop dormir ou trop de sommeil pour être en pleine forme. Donc ça, ce sont des traits de caractère qui intéresseraient beaucoup les employeurs et qui, évidemment, pour l'instant, sont totalement proscrits. On a du mal à voir, en France d'ailleurs, arriver à court terme des employeurs demander ce genre d'informations, parce qu'en France, on est quand même déjà très très protecteur. Mais on peut imaginer que ça soit quelque chose qui se développe peu à peu avec la démocratisation des tests ADN, d'autant que, par exemple, il y a des pays qui commencent à faire des tests ADN, notamment en Asie, systématiques sur les nouveau-nés, donc qui veulent vraiment séquencer toute leur population. Donc on pourrait voir arriver entre guillemets ce compartimentage du travail en fonction des attributs génomiques des individus. Et ça, c'est évidemment aussi un risque à surveiller, notamment côté asiatique, sur lequel ça se développe. Oui. Mais j'avais lu quelque chose, un article où on disait que Trump voulait obliger en fait des salariés à faire leur séquençage et que s'il n'était pas d'accord pour le faire, il devrait payer alors une amende de $5,000 par an. Oui, alors bon, Trump dit beaucoup de choses et dit des choses un peu fantasmagoriques et un peu délirantes parfois. Ça me paraît difficile dans l'état du droit américain tel qu'il est aujourd'hui de l'imposer, mais il va falloir surtout surveiller effectivement des gouvernements qui voudraient l'imposer à la naissance, parce qu'aujourd'hui il faut pas oublier qu'en France on prélève systématiquement par exemple nos empreintes digitales pour les papiers d'identité, et ça c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau à l'échelle de la Ve République, mais donc on a des informations, on va dire, biométriques qui commencent à s'intégrer peu à peu
à nos informations d'identité. On le voit donc avec justement ces empreintes qu'on nous prélève systématiquement maintenant pour faire une carte d'identité ou pour faire un passeport, toutes les mesures qu'on va effectuer sur les traits du visage pour pouvoir nous identifier aux frontières automatiquement avec des systèmes de reconnaissance faciaux. La police, justement, aux États-Unis, a déjà résolu quelques cold cases. Ils ont retrouvé en fait une vingtaine de criminels en faisant un match de données génétiques sur GEDmatch. Donc ça aussi, ce sont des données qui sont ouvertes. Alors on connaît l'utilité évidemment des données génétiques dans la résolution de crimes, de meurtres, etc. C'est utilisé depuis presque 40 ans par la police scientifique pour mettre en cause des personnes, mais aussi pour innocenter d'autres personnes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément d'innocents qui sont condamnés parce que les procureurs instruisent qu'à charge et pas à décharge, contrairement à l'Europe. Et il y a beaucoup d'innocents qui ont été libérés grâce à des traces génétiques qui ont été retrouvées après leur incarcération. Donc il y a aussi du bon dans le génome, c'est d'innocenter des innocents et surtout de mettre des coupables derrière les barreaux. Ça, c'est indéniable. La nouveauté, c'est qu'effectivement, on a, je crois, un procureur, il me semble, en Floride, qui a imposé à GEDmatch la diffusion, à sa discrétion évidemment, mais la diffusion est de pouvoir rechercher dans une base de données génétiques privée des informations sur un crime qui avait été commis. On a en quelque sorte une jurisprudence que des données génétiques détenues par un organisme privé aujourd'hui ne sont pas des données privées, mais ce sont des données accessibles par l'État. Et là, on a franchi du coup un cap qui était difficilement envisageable jusque-là. Alors, c'était dans le cadre évidemment d'une enquête criminelle, mais il faut savoir que voilà, des données qui sont censées être privées et confiées à une entreprise privée sont accessibles par l'État. Et c'est le cas quand on fait appel à un test, un laboratoire qui va tester. En tout cas, dans certains États des États-Unis, maintenant, c'est acté, oui. L'armée américaine déconseille à ses soldats d'avoir recours aux tests ADN grand public en mettant en avant des risques personnels et opérationnels. Quelles sont ces craintes à ton avis ? Là, je pense que l'armée a pour le coup assez bien anticipé les menaces. Parce que récemment, il y avait une histoire de bracelets connectés qu'utilisaient les soldats pour s'entraîner lors de leur jogging et qui diffusaient la position en fait des camps de projection de soldats à l'étranger. Donc ça avait fait scandale. Là, on est un petit peu dans la même chose, mais dans quelque chose d'un peu plus insidieux où déjà on pourrait dévoiler les noms et prénoms des soldats simplement en fonction de l'endroit où on envoie les kits de données génétiques. Si ça correspond à une base militaire, on sait que la donnée génétique correspondante va être probablement celle d'un militaire. Si vous recevez un kit de données génétiques sur un camp d'entraînement militaire, ça va être le cas. Donc déjà, ça permet d'identifier des soldats qui ont le droit à l'anonymat et qu'on ne sache pas que ce sont des soldats. Et d'autre part, ça peut identifier aussi des faiblesses. Et c'est là qu'on est dans la prospection, c'est que je pense que les services de renseignement ont conscience que ça permet de faire de l'attaque ciblée et d'identifier des faiblesses chez des individus particuliers. Donc dès lors qu'on a pu désanonymiser les individus puis identifier leurs faiblesses, ça devient des cibles beaucoup plus faciles pour l'ennemi. Est-ce que tu penses que le risque de piratage de l'ADN est sous-estimé ? Aujourd'hui, on reste quand même sur du volontariat. Les gens qui séquencent leur ADN, ce sont des volontaires. Ils n'ont pas toujours conscience des risques qu'ils prennent, c'est-à-dire du fait que ça va être stocké à plusieurs endroits, parfois de manière pas trop sécurisée. Mais aujourd'hui, on est sur la base du volontariat, on est sur des sociétés privées et on n'a pas forcément une très forte concentration de l'information. Il y a quand même quelques sociétés privées, il n'y en a pas qu'une qui est le monopole. Mais le risque, avec la généralisation de ces tests ADN, surtout quand cette généralisation se fait au niveau étatique, c'est qu'on ait des fichiers de très très grosse taille, de très grosse capacité, qui soient quasiment universels, dans lesquels on puisse quasiment trouver tout le monde, comme des fichiers aujourd'hui de police, sur lesquels on trouve les adresses de gens, même s'ils sont sur liste rouge, typiquement. Et là, oui, il y a un vrai risque d'accès illégal à l'information, de violation de la vie privée, et derrière, de vraiment cibler les gens de manière très insidieuse. Et les patients qui font pratiquer un séquençage de leur ADN par un hôpital pour des raisons de santé, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que ce risque aussi de fuite de données, d'exploitation de leurs données est aussi réel ?
Alors pour moi, là, je vais dire le contraire de ce qu'on peut entendre, mais je vais donner une opinion tout à fait personnelle. Pour moi, c'est moins risqué dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce qu'un hôpital qui va faire un diagnostic génétique, il va regarder qu'une seule partie de votre ADN. Donc il va faire un séquençage qui est très 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 partiel. C'est-à-dire qu'il va regarder que quelques dizaines de positions dans votre génome, tout au plus, rarement plus de 100. Et il en faut des centaines de milliers pour reconstituer votre ADN. Donc c'est une fuite de données qui est extrêmement, on va dire, faible et qu'on ne peut pas désanonymiser puisque vous allez avoir un profil qui est très proche de plein d'autres patients, puisqu'on va regarder seulement vraiment qu'à des endroits très très précis dans votre ADN et on va regarder 0,0001% de votre ADN et encore je surestime beaucoup. Et donc on peut pas désanonymiser ces données-là et en plus elles sont pas très personnelle parce qu'elle cible vraiment un trait ou une maladie caractéristique. Et dès lors qu'on peut pas désanonymiser et qu'en plus, même si on pouvait désanonymiser, on n'aurait qu'une information vraiment sur un symptôme ou une maladie très précise qui peut, en plus, le test peut être tout à fait négatif, hein, donc vous n'êtes pas forcément malade pour le coup quand le test a été fait. Donc le risque est plutôt limité, et en tout cas, à mon sens, plus limité qu'un séquençage récréatif ou un séquençage complet qu'on peut faire au travers d'organismes accessibles aux particuliers. Même si les données sont hébergées dans le Data Hub Santé hébergé par Microsoft ? Pour moi, elles sont tellement partielles qu'en fait, elles sont difficilement utilisables, D'accord. Sauf vraiment pour le symptôme qu'on essaye de vous diagnostiquer, mais qui est en général pas lié directement à votre nom aussi, donc c'est vraiment pas simple de l'exploiter pour un attaquant, j'entends. Si un État venait te demander conseil aujourd'hui en tant qu'expert de ces questions, quelles recommandations tu ferais pour éviter justement la menace sur ces données ? Il y a plusieurs recommandations, mais c'est plutôt des recommandations qui vont être de l'ordre des normes et des réglementations à respecter par les organismes qui font ce séquençage ou ces analyses ADN. Donc c'est, comme je disais, c'est choisir des organismes qui sont dans la même zone géographique que vous. Donc en Europe, on bénéficie automatiquement du RGPD. Quand je dis automatiquement, c'est que beaucoup d'organismes se sont mis en conformité et normalement ne peuvent pas exporter vos données et en plus doivent les effacer à tout moment, hein, comme je disais. Mais en plus de ça, on peut demander certaines autres garanties, notamment des certifications ISO 27001 ou 27002 qu'on commence à voir dans les laboratoires de séquençage ou dans les laboratoires d'analyse génomique. Donc, en quoi ça consiste, 27001, 27002 ? C'est tout ce qui est management de la cybersécurité dans l'organisme. Il y a une douzaine de thématiques qui doivent être adressées par le laboratoire. Et on va regarder un petit peu toutes ces bonnes pratiques sur ces 12 thématiques-là. Est-ce que le laboratoire renouvelle ses mots de passe régulièrement ? Est-ce qu'il met à jour ces logiciels régulièrement? Est-ce qu'il y a des dispositifs d'alerte en cas d'intrusion? Est-ce qu'il y a un management de la sécurité? Est-ce qu'il y a des remontées d'alerte qui sont prises en compte? Par qui? Comment? Sous quel délai? Et donc ça donne un certain nombre de garanties de cybersécurité autour du traitement de l'information sensible. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors je te remercie beaucoup pour ce partage. À très bientôt peut-être. Attention à vos données personnelles. Eh oui. Merci beaucoup. Les risques décrits par Renaud sont à prendre au sérieux, bien sûr. Tout comme la crainte de voir ces tests ADN utilisés pour discriminer des gens en fonction de leur génétique. Si vous avez vu le film Bienvenue à Gattaca, ce n'est pas une vision du futur très réjouissante. Mais évitons la technophobie, car si le débat éthique est nécessaire, les données ADN permettent aussi d'améliorer la santé publique. Vous venez d'écouter une interview de Renaud Lifshitz sur le génome et la cybersécurité dans ce 5e épisode du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast, Laurent Guillet a composé la musique et Éric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez Nologue sur Twitter, @nologuepodcast tout attaché, et vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. C'est comme ça que ça marche.